je sais, la situation au Moyen-Orient est explosive. On va justement en parler, principalement son impact sur l'économie, son impact sur les marchés. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va se pencher sur tous les événements de la semaine. Je le redis chaque semaine, mais regardez le nombre d'événements dingues qui se sont passés cette semaine, comme toutes les semaines, tous les jours. C'est totalement hallucinant. On va voir évidemment quel impact ça a sur l'économie, sur la finance, sur vos placements. Alors au sommaire aujourd'hui, évidemment, l'Iran et Israël, on en parlera en deuxième partie, notamment pour l'impact sur les marchés, l'impact sur le dollar, l'impact sur l'or, l'impact sur le pétrole et l'impact sur l'économie mondiale aussi. Le mot de la semaine, ça va être trêve. On va parler de cette trêve qui est prolongée entre les États-Unis et la Chine et surtout se demander où est-ce qu'on en est, puisque Donald Trump a expliqué que finalement dans 2 semaines il allait dégainer des droits de douane pour la plupart des pays parce qu'il en avait marre de négocier, ça prenait trop de temps. La question macro, vous vous rappelez de ces pigs, hein, c'est comme ça que les anglo-saxons appelaient de façon insultante le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Eh bien ces pigs sont devenus des dragons et on va se demander comment, puisqu'il y aura peut-être des enseignements à tirer pour la France, hein, on ne sait jamais. Le chiffre de la semaine, 2,8%, c'est la prévision de croissance mondiale révisée à la baisse de la Banque mondiale. C'est quand même une croissance qui est très en baisse par rapport aux prévisions, surtout dans les pays émergents. En deuxième partie d'émission, évidemment, avec ce qui se passe en Iran, quel impact sur la bourse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des actions à acheter ou vendre? On voit qu'il y a les réflexes qui sont mis en place. On vend les compagnies aériennes, on achète les compagnies pétrolières. Est-ce que ce sont les bons réflexes ou est-ce qu'au contraire, il faut avoir une visée à long terme? On se demandera quelle allocation d'actifs avoir dans cette tempête. Quel placement privilégié, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants que vous attendez avec impatience. Il y aura des surprises et les actions à acheter ou vendre. Mais pour une émission exceptionnelle, vous le savez maintenant, il faut des invités exceptionnels. J'ai un plateau qui est très très sérieux. Donc là, parce que j'avais besoin d'une émission de profondeur et j'avais besoin d'invités sérieux, exceptionnels mais sérieux. Alors lui, il faut un peu de sagesse et d'expérience sur ce plateau. Nous l'avons grâce à Hervé Gouletker, conseiller économique chez Accuracy. Vous avez vu que j'ai... Ça me paraît plus court. Oui, j'ai viré le senior. J'ai viré le senior parce que je me sens, quand je vous appelle senior, je me sens senior et ça me déprime. Je ne sais plus si on doit l'appeler l'homme aux lunettes roses, à la cravate jaune et maintenant à la cravate rose. Franchement, Christian Bito, je suis totalement perdu. Je suis professeur de finance à l'ESSEC. Il va falloir que vous preniez une ligne directrice parce que vous êtes comme Trump, vous revenez sur toutes vos décisions. Marc, je suis désolé, c'est la fast fashion, la mode des jeunes. C'est une demande spécifique de mes étudiants qui sont de fidèles auditeurs de votre émission. On les salue Marc, alors. Tout de même, et aussi maintenant on les salue et on regrette qu'ils n'aient pas fait une vraie bonne école de commerce. Des stagiaires d'été qu'on a tous le plaisir d'accueillir en ce moment. Il y en a plein chez SLGP, Swiss Life Gestion Privée. Je les suis. Et m'ont dit aussi, le code, c'est rose. Allez. Passez au rose. Allez, c'est parti. Voilà ce que dit Wikipédia de Mirabeau. D'une forte constitution, il était un gros mangeur, très nerveux, dormant peu, d'une sexualité débordante, abusant d'excitant. Frédéric Rosier, vous êtes gérant chez Mirabeau France. Je croyais que c'était ma page Wikipédia. Est-ce que ça correspond à une description qui est proche de la réalité? Bon, on peut dire déjà que votre Mirabeau, c'est pas le même. Hein. Exactement, ça c'est pas de la même manière. Ouais, exactement, là c'est AUD pour nous. Vous avez eu peur, hein? Je pensais vraiment que c'était ma page Wikipédia. Je vous l'ai dit, j'ai vraiment une angoisse. Elle m'a appris de nombreux mécanismes économiques et ça sera la même chose pour vous, notamment sur l'inflation. Je me rappelle encore. Merci Anna Boata, vous êtes directrice de la recherche macroéconomique d'Alliance Trade. Vous allez nous apprendre des choses aujourd'hui? En tout cas, moi j'apprends toujours avec vous. Donc j'ai prévu des réponses pédagogiques. Allez, on y va, une petite capsule, comme on dit maintenant sur les réseaux sociaux. Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine, la trêve. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire l'amour avant de se dire adieu, mais Xi Jinping et Trump, ils ont décidé, après s'être insultés copieusement, que finalement ils allaient prolonger la trêve. Bon, Donald Trump s'est quand même aperçu, je ne sais pas si quelqu'un lui a dit, que sans terres rares, il allait avoir un petit problème pour l'industrie et pour les États-Unis. Et donc, il s'est dit, bon, là, il faut peut-être que j'arrête mes bêtises. Il fallait que quelqu'un lui dise avant, sérieusement, Hervé, comprend-il où nous en sommes dans cette guerre commerciale? On a eu la déclaration de Donald Trump qui a dit, bon, j'en ai marre de toutes ces négociations. En fait, ce que je vais faire, ça sera plus simple. Je vais envoyer à chacun une sorte de petite lettre dans laquelle je vais vous dire, bah, toi, t'as 15, toi, t'as 20, toi, t'as 25, toi, t'as 30. Vous nous faites un point? Parce qu'il n'y a toujours pas de deal, je voudrais dire juste. Pas de deal avec le Japon, pas de deal avec l'Europe, pas de deal avec les tout petits pays, alors qu'on attendait des deals immédiats, même avec la Corée du Sud.
la trêve est à l'accord commercial ce que le cessez-le-feu est à la paix. Et en fait, vous pouvez rester dans un cessez-le-feu, et puis ça s'appelle un conflit gelé. Aujourd'hui, ce qu'on peut craindre, c'est que finalement, aller à un accord commercial bilatéral États-Unis avec tout un chacun, ça prenne trop de temps, ça ne se fasse pas, et que finalement, oui, la trêve soit finalement des relations commerciales gelées, et ça pèsera sur les échanges. Moi, je pense que ce qu'il faut comprendre de la position américaine derrière cette communication sur les droits de douane, finalement, l'administration Trump, elle nous dit deux choses. Elle nous dit « je veux un plus petit déficit extérieur » et elle nous dit « je veux réindustrialiser ». Ça veut dire plus d'investissement. Il va falloir qu'on crée des capacités de production aux États-Unis. Quand vous mettez les deux éléments ensemble, ça veut dire qu'il va falloir épargner plus aux États-Unis. Moins consommer. Et donc, ça veut dire moins de déficit budgétaire ou moins de consommation. Et en fait... Voir les deux. Voir les deux. Ce que prépare Trump derrière cette phraséologie qui vise le reste du monde, c'est finalement une organisation de l'économie américaine assez différente de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Les entreprises s'en sortiront bien, les ménages vraisemblablement moins. C'est ce qu'on prône, nous, Européens, en critiquant les États-Unis depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous consommez trop, vous consommez mal, vous vivez à crédit sur le dos du reste du monde grâce au dollar. Donc finalement, il suit une sorte de dogmatisme économique, non ? Alors, il suit une règle économique qui, à mon avis, dans le monde actuel, géopolitiquement, avec un positionnement des États-Unis moins favorable que ce n'était le cas il y a quelques années, finalement, ça s'impose aux Américains. Alors, évidemment, la première puissance du monde a du mal à dire « je me remets en cause », et donc, on pointe le doigt sur les autres, mais en pointant le doigt sur les autres, les Américains vont sans doute plus changer que les autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on va s'acheminer vers cet accord où il va envoyer un peu à chacun, peut-être pas à la Chine et l'Europe? Il a dit que l'Europe, ça sera vraiment à la fin de toutes les négociations. Il nous garde vraiment pour la fin, il nous déteste. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des sortes de courriers qui sont envoyés au Japon, à la Corée, au Bangladesh, en disant voilà. Et qu'est-ce que ça aura comme impact sur l'économie mondiale? Pour revenir sur l'Europe, déjà la dernière fois, ça nous a pris à peu près 2 ans pour avoir un accord, et on était les derniers à avoir un accord lors du premier mandat. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, et la dernière fois, la Chine a eu un accord au bout de 6 mois. Donc de toute façon, les dépendances économiques font que ça va plus ou moins vite. Et après, l'Europe, elle est très idéologique dans son approche, comme le Japon. Ils se dépêchent pas à avoir un deal qui est défavorable. Donc ça, on le sait, ils le disent ouvertement. Après, il y a des réunions qui vont suivre. Dans 2 semaines, on a le G7, donc peut-être que là, il y a des choses qui vont bouger. Qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, comme il a fait jusqu'à maintenant, il va aller en force, à prendre ou à laisser, il l'a déjà dit. Il va certainement proposer des deals qui seront potentiellement pas tout le temps approuvés par les pays, et donc on aura des trêves en continu. Là, est-ce que ça change la face du monde pour l'économie mondiale? Là, aujourd'hui, on regardait justement, on a les données jusqu'au mois de mai. Bon, quel est le tarif en fait de droits de douane effectifs aux États-Unis? Bon, aujourd'hui, il est à 13%. Théoriquement, si on calcule sur la structure de commerce de l'année dernière et les taux de douane appliqués, en fait, dans les faits, on est à 8 ou voire moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, les ménages, les entreprises importent moins. On a déjà importé avant la mise en place de ces droits de douane. Donc on a vu l'effondrement du déficit commercial le mois dernier aux États-Unis. Voilà, parce qu'on a déjà anticipé. Quelque part, on a déjà anticipé. Et non seulement on a anticipé, mais on est en train de changer la face du commerce mondial. On est en train de faire ce rerouting. Parce qu'en fait, quand on regarde les exportations chinoises vers les États-Unis, ça fait à peu près moins 35% au mois de mai. Mais quand on regarde les exportations du Vietnam vers les États-Unis, ça fait aussi à peu près 30%. Donc on a évidemment ici la preuve que la structure de commerce et les marchés à l'importation changent. Et donc du coup, finalement, le Vietnam aujourd'hui, il a un taux à la douane qui est en dessous de 10%, qui n'est pas le 39% en moyenne de la Chine. Donc forcément, en fait, finalement, c'est pour ça que ça prend du temps avant d'avoir un impact. Est-ce que vous nous dites que globalement, d'abord, les taux effectifs seront moins élevés, que 2, on aura de toute façon des droits de douane à peu près pour tout le monde, et que 3, l'impact finalement sera moins sensible parce que de toute façon, il y aura moins d'importations? Il y aura moins d'importations des marchés qui seront les plus taxés. Mais moi, ce qui m'inquiète de plus, c'est l'approche sectorielle. Là, il vient de dire qu'il va s'attaquer davantage à l'automobile, de 25% à 50%. C'est ce qu'il a fait sur l'acier et l'aluminium. Et là, évidemment, ça va faire
plus mal parce que c'est très plus mal, dans le sens où c'est très concentré sur certains marchés. Donc c'est là où on aura les divergences d'impact avec des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui vont de plein fouet. Oui, alors qu'aujourd'hui, on est dans la 3e année où on a une prévision de croissance proche de 0 encore. Christian Bittot. Alors oui, ça a beaucoup d'importance même de connaître ce chiffre final. Alors je suis à peu près d'accord, je retrouve votre chiffre de 8% parce qu'on a eu un chiffre. Avant d'avoir même les importations du mois de mai, on a les taxes qui ont été prélevées par l'administration américaine sur ce qui a été acheté. Donc on a le montant des taxes. On trouve 22 milliards de dollars. Alors on est encore très loin de l'objectif de Donald Trump qui voudrait équilibrer son futur budget et ses futures baisses d'impôts par des rentrées de 6 à 800 milliards de dollars de taxes douanières, parce que 22 multiplie 12, on est encore loin du compte. Rapporté à l'estimation des importations, effectivement, on retrouve à peu près 8%. Ça serait le chiffre réel. Et c'est très dur ensuite de s'y retrouver, parce que alors les voitures sont à 50, mais le Canada est à combien? Le UK est à 10, la Chine était à 143, maintenant on repasse à 55. C'est très très dur. Il y a une université sérieuse qui a fait ce travail. Est-il biaisé? C'est comme par hasard l'université de Yale qui dit qu'actuellement le taux effectif des droits de douane serait pour le mois de juin de 17,8%, reprenant tous ces chiffres politiquement annoncés. Pour le moment, on ne trouve que 8. Alors, ça aura une importance fondamentale pour l'économie et les marchés, parce que ça revoit toutes les prévisions de croissance. Si on est à 10, je dirais, ça va, c'est business as usual. Si on est à 20 ou 30%, il faut revoir toutes les prévisions de croissance, toute l'activité mondiale. Ça a une importance très clair. On passe tout de suite à un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est comment les PIGS se sont transformés en dragons. Donc vous vous rappelez, c'était la crise grecque, la crise de l'euro, puis nos amis anglo-saxons, toujours sympas avec l'Europe, avaient affublé le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne de l'acronyme PIGS. Eh bien les PIGS sont devenus des dragons. L'événement de la semaine, c'est leur taux d'emprunt qui continue à baisser, l'Espagne qui est en dessous de la France, l'Italie qui se rapproche. Frédéric Rosier, vous avez une vision un peu internationale de l'investissement. C'est des pays dont vous dites, tiens, soudainement, je regarde où ça fait longtemps que vous les regardez. L'Italie, c'était incroyable. Honnêtement, ce qui s'est passé en Italie en termes d'investissement sur le marché action, je ne parle pas de la dette, mais sur le marché action, avec des histoires de belles entreprises. De belles entreprises. Prenez le secteur bancaire italien. Je veux dire, c'était difficile de faire mieux en termes d'investissement en Europe que d'acheter des banques italiennes. Si on revient dans le contexte d'il y a 4-5 ans, où on se posait même la question de la viabilité de certaines banques comme Unicredit, par exemple, on voit que le travail a été fait en profondeur. Et même au-delà de ça, il y a certaines sociétés utilities italiennes qui marchent du feu de Dieu. Donc c'est un marché ultra porteur. On voit que les flux vont clairement vers l'Italie. On doit être à plus 16, l'Espagne plus aussi, ou c'est très peu, c'est plus Si, alors l'Espagne, il y a eu des problèmes de réglementation parce qu'il y a beaucoup d'utilities, par exemple, aussi en Espagne. On sait que la réglementation sur notamment le prix de l'énergie avait quand même impacté considérablement beaucoup d'énergie renouvelable. Exactement, et on sait par exemple que vous voulez une taxation quasiment identique à l'industrie pétrolière sur le renouvelable. Donc c'était très difficile d'investir dans cette zone. Mais clairement, donc vous aviez déjà spoté ces sur l'Italie, oui, j'ai 4-5 belles entreprises italiennes aujourd'hui. Allons par parler de l'automobile, Ferrari, le pure player du luxe. Vous avez dans le luxe aussi des Brunello Cucinelli, qui est un vrai pure player du luxe. Moindre mesure, Moncler, vous avez des choses comme ça. Donc il y a déjà et plus, il y a tout le secteur bancaire aussi, comme Unicredit. Je pense que l'histoire n'est pas totalement finie. Anna Boata, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien et pourquoi ils sont aujourd'hui dans une situation qui semble, d'abord vous allez nous confirmer qu'elle est bonne ou pas, ou est-ce que c'est simplement une sorte de feu de paille ? Non, c'est une situation qui est clairement très divergente par rapport au pays cœur, France-Allemagne. Donc depuis 2022, on a eu quand même une croissance en cumulé du PIB espagnol de 8%, voire plus. Donc effectivement, on a depuis 2 ans des surprises qui se répètent toujours à la hausse, comme si les analystes n'arrivaient pas à y croire. Mais en fait, on s'est penché là-dessus pour voir. Oui. Parce que bon, on a l'histoire du après-Covid, l'histoire des services, du tourisme. Non. Mais il y a l'histoire des fonds européens, de l'investissement, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a l'histoire classique, macro, du PIB par l'offre, donc de la production, de la capacité de production d'un pays qui a augmenté, normalement, surtout en Espagne, au Portugal et en Grèce. Comment ? Parce qu'en fait, ils ont été très... déjà, ils ont réformé le marché du travail, et ensuite, ils ont été ouverts vers le reste du monde.
Donc ça veut dire que quand on regarde en termes macro cette croissance par l'offre, on regarde évidemment la population, on regarde la force du travail, l'emploi de cette force du travail, la qualité du travail et le nombre d'heures qu'on travaille. Et en fait, quand on regarde sur tous ces métriques-là, l'Espagne, la Grèce, le Portugal et encore une fois dans une moindre mesure l'Italie ont fortement augmenté. Et donc population qui augmente parce qu'il y a de l'immigration, parce que les gens consomment, c'est un peu l'histoire américaine aussi. Plus de gens qui travaillent, mais des gens qui travaillent plus et des gens qui travaillent mieux. Donc c'est vraiment ça qui a fait la différence. Une productivité qui s'améliore. Une productivité qui s'améliore, alors qu'elle est négative en Allemagne, en France. Donc vraiment, c'est la base en fait de l'économie et c'est ça qui entraîne finalement encore une fois maintenant des surprises positives et je pense que ça va continuer. Hervé Goulettière, est-ce que, en fait, c'est le fait que nous, on n'ait jamais été confrontés à une faillite parce qu'on est protégé par l'euro et par l'Allemagne et qu'eux, ils ont été dos au mur et qu'ils n'avaient pas le choix et ils ont fait des réformes structurelles qui fait la différence ? Alors, les réformes structurelles, je ne le dirai pas. Moi, je serais un peu plus prudent qu'Anna sur ce qu'on observe du côté de l'offre, parce que les gains de productivité, ils sont gnangnans, et le niveau de productivité est quand même relativement faible. Donc, vous parlez des gains de productivité, vous ne parlez pas d'Anna. Non, j'essaie juste. Je ne suis pas espagnole. Voilà, j'essaie juste de préciser. Quoi. Si on voit ça en termes d'offres, emploi et productivité, c'est beaucoup plus l'emploi que la productivité. L'emploi, c'est quand même beaucoup de l'immigration dans le contexte politique que l'on connaît. Alors, en Italie, absolument. En Espagne et au Portugal, c'est coup-ci, coup-ça. Je ne suis pas sûr que ces flux... Mais il n'y a pas eu de réforme structurelle parce qu'on les a mis sous tutelle, non ? Alors, au niveau des comptes publics, si. Ah ben voilà. Au niveau de l'économie privée, moins. Les comptes privés, les comptes publics, pardon. C'est vrai que si on voit le Portugal et la Grèce, ils ont un excédent de leurs comptes publics. Si on voit l'Italie en enlevant la charge de la dette, ils ont un excédent. Donc ça, si on compare ça, c'est la crise de l'euro, non ? Ah bah oui, c'est la crise de l'euro pour Portugal et Grèce, et dans une certaine mesure Espagne. L'Italie, c'est le poids du passé, quoi. Une dette qui est tellement lourde, une charge de la dette tellement élevée. Non mais l'amélioration, ils ont fait des réformes. Ah oui, non mais ils ont géré leur compte de façon très, très orthodoxe, quoi. Donc ça, c'est bien. Et puis en Espagne, c'est vrai que c'est l'effet croissance, quoi. Avoir 3 points de croissance, c'est évidemment assez exceptionnel. La croissance, ils sont allés la chercher. Elle n'est pas arrivée, elle n'aurait pas tombé sur le... Elle est non européenne. Hein. Alors, elle est liée... C'est pas un miracle. Elle est liée à l'emploi, d'une certaine façon. Elle est liée aussi aux aides européennes. Le Next... Moins que l'Italie. Beaucoup moins que l'Italie. Oui, moins que l'Italie. Enfin, tout de même, c'est quand même très gros par rapport au PIB espagnol. Et donc, en fait, le problème, c'est que on dit le PIB, il a beaucoup augmenté, mais parce qu'on intègre justement les aides européennes dedans. Donc en fait, non mais il y a une comparaison avec les autres pas un miracle qui n'est pas entièrement juste. Et donc en fait, il y a une espèce de... Ça tient plutôt du mirage au niveau de la statistique que du miracle. Pour qu'il y ait un miracle, il faudrait qu'on ait des gains de productivité plus fort, c'est pas encore le cas. Quant au compte public, ça c'est vrai. Il y a eu de vrais progrès et la France devrait s'en inspirer. Après, le problème, c'est qu'on a embauché beaucoup dans les services. Absolument. Et les services, les gains de productivité sont limités. Allez, on passe tout de suite au chiffre de la semaine. C'est 2,8%. Le grand ralentissement est en marche. C'est la Banque mondiale qui le dit. Croissance des pays développés sous pression, mais croissance des pays émergents aussi en fort ralentissement. Pourquoi Anna Boata, la terre économique tourne-t-elle moins vite ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Alors évidemment, la réponse, j'ai envie de dire tarte à la crème, c'est les droits de douane, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose que ça. Enfin, il y a des phénomènes plus structurels que ça, comme la démographie en particulier. C'est parce qu'on est tous liés à un cycle financier, un cycle du commerce mondial. Et là, on voit les pays émergents, ils n'ont pas vraiment eu l'espace pour faire baisser les taux, qui étaient déjà à des niveaux très élevés. Mais je trouve quand même que, certes, on est quand même assez bas sur les prévisions des pays émergents, mais le cycle n'est pas défavorable en ce moment. Mais la croissance mondiale est quand même en La croissance mondiale, oui, mais ça, on avait ces prévisions depuis décembre. Ouais. C'est le niveau le plus faible depuis 2008, quand on exclut les récessions. Oui, je sais. C'est grave quand même.
même, ou pas? Mais quand même, les émergents dans tout ça, ils sont à 4. Okay. Donc ils sont plutôt à 4. Ils sont pas, ils sont en moyenne en lien avec leur tendance de long terme. Mais je trouve qu'ici, en fait, il faut vraiment faire la part des choses entre les pays émergents qui ont vraiment de l'espace budgétaire parce que les taux vont baisser, parce que le dollar se déprécie, parce qu'il n'y a pas de crise souveraine qui va venir. Donc ça, c'est vraiment bien parce que du coup, les flux de capitaux, et vous pensez à qui, par exemple, vont augmenter et augmentent d'ailleurs déjà. Donc vous pensez à qui comme pays? Surtout les pays, certains d'Amérique latine, les pays d'Asie. Il y a quand même pas mal d'histoires de succès de ces pays-là qui profitent d'ailleurs, qui bénéficient de cette guerre commerciale. Absolument. Donc tout n'est pas aussi morose. Après, évidemment, il y a des pays comme l'Égypte et d'autres qui ont des charges de la dette qui sont proches de 10% du PIB. Donc ça va être compliqué. Il faut faire encore Kenya, restructuration de la dette. Donc il y a quand même des pays où les perspectives ne s'améliorent pas tant que ça, même l'Afrique du Sud. Mais par exemple, le Nigeria, ça va mieux. Le Mexique, c'est plutôt résilient. Le Brésil aussi, c'est plutôt résilient. Donc il y a des bons signes. Taïwan, c'est plutôt à la hausse. L'Inde, le Vietnam. Donc on a quand même quelques belles histoires au sein des pays émergents. Hervé Goulet-Thiers, est-ce qu'on est sur une tendance de fond, de grand ralentissement de la croissance mondiale, ou est-ce que c'est un phénomène purement conjoncturel? Alors, d'abord, la Banque mondiale, c'est 2,3 et pas 2,8. Donc c'est encore plus mauvais que ce que vous dites. En fait, si on regarde les 2 décennies passées, croissance mondiale 3,6. Depuis le début de la décennie, on doit être à 2,6. La Banque mondiale nous dit encore moins que 2,6. Donc oui, on voit un ralentissement. La raison objective du ralentissement, c'est quand même un commerce mondial qui croît moins vite. Hein. Le commerce mondial, de décennie en décennie, il perd 1 point. Et ça, c'est pas à cause des droits de douane. Et les droits de douane, ils s'inscrivent dans cette logique. Mais en fait, la mondialisation poussée à fond, c'est une histoire ancienne. On a un régime de mondialisation qui ralentit. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a cette incertitude épaisse, et là, les droits de douane ont aussi leur part. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on voit tout de même, si on quitte l'aspect commerce pour l'aspect demande intérieure, c'est que l'investissement est très faible actuellement. C'est vrai de niveau mondial, au niveau mondial, des entreprises, l'investissement, logement. Et là aussi, il y a quand même un reflet de l'incertitude. Et puis, on voit bien qu'au moins, pour les pays avancés, il y a des comptes publics qui ne sont pas en bon état. On a parlé de contre-exemples. Donc pas de relance de la consommation. Voilà. Donc en fait, la politique budgétaire, eh bien, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est le paradoxe. En même temps, il y a la défense. En même temps, il y a la transition énergétique. En même temps, il y a le vieillissement. Donc il y a une équation qui est un peu compliquée. Et puis je pense qu'il ne faut pas regarder l'économie comme un fait autonome. En fait, tout ce qu'on dit aujourd'hui sur l'évolution du monde qui était unipolaire, qui est en train de devenir bipolaire, multipolaire, on n'en a aucune idée. Le fonctionnement de l'économie demain et donc son tempo va dépendre aussi des équilibres diplomatiques, géopolitiques que l'on aura. Et sur ce coup-là, on ne sait pas grand-chose. Et si on intègre en plus les perspectives d'intelligence artificielle et autres, ça a énormément d'impact. Christian Mito, je pense que la Banque mondiale est allée un peu trop fort dans ses prévisions, effectivement à 2,3. Ouais. Je préfère celle des précédentes du FMI ou de l'OCDE qui était à 2,8. Ça veut dire un léger ralentissement. Voilà. Mais quand on regarde dans le détail, dans ces 3 instituts très sérieux sur les prévisions de croissance, je pense qu'ils sont beaucoup trop pessimistes sur la croissance chinoise, qui met aux environs de 4%. Et la Chine, on le voit clairement, a décidé 5%. Et comme c'est basé sur son économie domestique et qu'elle a les moyens de le faire. Les chiffres en plus. On revient toujours sur ce point-là, mais c'est tout de même un des plus gros contributeurs à la croissance mondiale après les États-Unis. Donc je suis plus optimiste sur la Chine, donc on se rapprocherait peut-être plus du 2,8 du FMI ou de l'OCDE. Et puis les États-Unis, parce que ça fait bien ces politiques de taper sur la croissance américaine. Effectivement, avec des droits de douane à 25 ou 30%, la croissance américaine qui était l'année dernière le plus gros moteur, ralentirait fortement. Mais les derniers chiffres montrent une remarquable résilience de ce qui est toujours le gros de la croissance américaine, c'est le consommateur américain. Bon, pour le moment, les chiffres se redressent. Très récemment, se redresse. Bon, après, il n'y a plus tellement... plus positif que ça. Je ne crois pas au 2,3, qui serait très mauvais pour nous. Oui, si on arrivait à 2,3, oui, il faudrait revoir. Mais vous êtes d'accord avec Hervé quand il dit quand même qu'il y a un climat global qui n'est pas simplement économique, mais géopolitique, qui tend vers une croissance. De la deuxième partie, bien sûr. Il y a le géopolitique qui reprend le dessus en cette fin de semestre. Là, ça y est, on a... Mais au-delà du géopolitique qui est conjoncturel, ce que dit Hervé, c'est un géopolitique plus structurel, des modifications d'équilibre.
qui dépendront effectivement des droits de douane, qui pourraient tout déséquilibrer. Sinon, on était jusqu'à il y a quelques jours, tout le monde se disait, mais finalement, on est reparti dans le business as usual. Oui, il y a un tout petit peu de taxes. C'est pas ce que disent les PME. Oui, il y a des réductions de dépenses, mais on en aura aussi en Europe. Mais ça, c'est une erreur de considérer qu'on est en train de revenir au business as usual. C'est ce que les marchés veulent croire, parce que c'est leur repère. Mais le monde change et les marchés, il faudra bien qu'ils s'adaptent. Hein, ça. Voilà, alors il ne faut pas raisonner comme les marchés. On se retrouve justement, deuxième partie de l'émission, pour parler des marchés, pour parler des actions à acheter ou vendre, des placements à privilégier. On parlera évidemment de l'affrontement entre Israël et l'Iran. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour cette deuxième partie de l'émission avec Anna Boata, Frédéric Rosier, Christian Bito, Hervé Goulet-Kier. Et évidemment, on va parler tout de suite marché et on va parler de l'escalade au Moyen-Orient avec l'affrontement. Donc Israël a attaqué dans la nuit de vendredi au petit matin l'Iran, les sites nucléaires, les hauts dignitaires, je ne sais pas si ce terme s'applique d'ailleurs, les hauts dirigeants, on va dire plutôt, de la République iranienne. Juste, on va dézoomer un tout petit peu. Ce type de conflit-là, est-ce que ça a un impact sur l'économie ou est-ce qu'on est vraiment sur du long terme dans l'économie et là, on est dans du conjoncturel pur ? Moi, je pense qu'on est dans du ponctuel, oui, ce que vous appelez du conjoncturel. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un événement qu'on a déjà connu. Ouais. On a connu 2 fois l'année dernière, si je me souviens bien. C'est pas la même ampleur. Hein. Non, c'est vrai. C'était des opérations préparatoires. Là, on a vraiment l'impression que c'est une sorte de guerre des 6 jours renouvelée. Ouais, il y a 200 avions israéliens qui sont partis. Mais ça continue, ça repart. C'est reparti le vendredi après-midi. Bon. Donc, mon impression, c'est qu'au moment où on est, les Iraniens n'ont pas beaucoup les moyens d'une réponse de même ampleur que Israël et que les Chinois vont essayer de calmer les Iraniens. Quant aux Américains, dont l'ambition, c'est quand même de s'éloigner du Moyen-Orient et que les pays arabes et Israël fassent ami-ami, ils n'ont pas envie que ça aille trop loin non plus. Donc il me semble que les grands frères vont plutôt essayer de calmer le jeu. Et le message envoyé aujourd'hui par les marchés, qui est plutôt un message de sang-froid... Oui, qui est assez étonnant, on va en parler avec nos hommes de marché. Me semble est assez juste, parce que le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de dérapage marqué. D'accord. Sur l'économie, vous regardez ça comment? Vous, économiste, vous voyez un événement comme ça, ou vous précipitez sur vos prévisions pour les changer, ou vous dites non, en ce moment, on attend un petit peu avant de se précipiter, parce qu'on ne peut pas faire de la prévision toutes les semaines, mais il y a un vrai risque sur les prix du pétrole, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, on attend les prix du pétrole à 66 en moyenne. Si on escalade vraiment pour avoir des blocages du Strait d'Hormuz, par exemple, on pourrait dépasser les 100. Et donc là, on parlerait d'un risque inflationniste supplémentaire au risque... Et récessionniste. Et récessionniste, et donc et évidemment avec l'Asie et la Chine en particulier qui seraient... Donc une économiste comme vous, sur un événement comme ça, on prend un peu de temps, on prend le temps on prend un peu de recul et on attend de voir. Et surtout, ce qu'on fait, puisqu'on ne saura pas ce qui va se passer demain, on fait des scénarios. Donc, en fait, on va dire, on voit effectivement un risque d'une escalade à 30% de probabilité, par exemple. Qu'est-ce que ça implique? Et comme ça, on sait ce qu'il faut faire. La variable d'ajustement pour vous, c'est le pétrole, hein? C'est le majeur pétrole, dans un cas. Oui, c'est le pétrole. Parce que de toute façon, le pétrole va changer la donne aussi sur ce reroutage. Aujourd'hui, on peut le faire parce que les prix du pétrole sont bas et ça ne coûte pas cher. Christian Bito, quand on voit, on va parler de l'impact Iran-Israël, mais quand on voit les performances depuis le début de l'année des marchés financiers, c'est pas terrible. Hein. On est quasiment à 0, le Nikkei est même à -5, Shanghai 0, le Nasdaq 0. Vous nous avez vendu un rose, du net rose. Le Nikkei, on va le mettre à part. Le Japon souffre de sa hausse des taux d'intérêt et de sa purge de l'inflation. Je mets à part le Japon. Vous faites comme Donald Trump, les trucs qui ne vous intéressent pas, vous les mettez. On a les marchés européens qui sont même positifs. Et pour une fois qu'on a une année où les marchés ne font pas, on l'évoque souvent ici en disant mais ils sont complètement fous, mais on a déjà 20% de hausse, c'est beaucoup plus raisonnable. En fait, tout ce qui s'est passé avec les mesures de l'administration Trump, ça nous oblige à réfléchir sur les vraies perspectives de bénéfices et ce que doit faire un marché action normalement. Quand on regarde ces perspectives de bénéfices, avant l'Iran
et Israël. C'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a un marché américain qui finalement résiste pour le moment à peu près bien, avec des perspectives entreprise par entreprise qui en moyenne arrivent à plus 8% de croissance des bénéfices. Donc un marché monte de 8 à 10%, c'est raisonnable. Et on n'y est pas plus, encore. Hein. Mais oui, mais ça tombe bien, ça nous fait des points d'entrée. Okay. Pour une fois qu'on peut enfin regarder les marchés en se disant mince, faut peut-être pas trop dire d'y aller parce que ça a déjà pris 20%. Ça fait des années qu'on connaît ça. Donc ça redevient raisonnable. Évidemment, vous avez été gérant et vous connaissez la gestion de près et la location. Aujourd'hui, quand il y a un événement comme ça, vous vous réveillez le matin, l'Israël a attaqué l'Iran, le pétrole flambe. Qu'est-ce que vous faites sur vos portefeuilles? Est-ce que tout de suite vous vendez les compagnies aériennes et vous achetez les pétrolières? Ce que je pense que nous le savons autour de la table, on le sait très bien, c'est qu'on ne sait pas. Ça pourrait dégénérer, donc bien vous entendu. Vous conseillez ça pourrait s'améliorer, mais il ne faut pas vendre quand on a des marchés qui font du moins 5%, du moins 2%, du moins 3% sur des phénomènes géopolitiques paniques. C'est trop tard. Il faut rester calme et stable pour savoir si la stratégie, c'est un dérèglement à long terme de l'économie. Okay. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ou si c'est au contraire l'occasion de se dire il y a eu des ventes de panique, on peut revenir sur des points d'entrée sur le marché et recomposer. Frédéric Rosier, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui voient ce type de marché et qui voient, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer l'émission, le truc un peu classique, les gens achètent les pétrolières, ils vendent les compagnies aériennes. Est-ce que ça, c'est idiot de faire ça? Oui, sur la réaction, oui. Ouais. On va théoriser la chose. Un événement, lorsqu'il se reproduit, la réaction est 2 fois inférieure à la réaction précédente. La première fois. Donc on a tendance finalement, au bout de la 3e, 4e, 5e fois, ça tend vers 0 jusqu'à ne plus avoir de réaction pour un événement similaire ou quasi similaire. Donc ça c'est un fait, on le voit. Souvenez-vous, il y a quelques années, la Corée du Nord envoyait un missile au-dessus de la mer du Japon, on perdait 2 ou 3%, on ne savait pas pourquoi. Maintenant, je pense qu'il en envoie tous les jours, ça finit dans la mer et personne, ça intéresse personne. Un petit constat quand même sur l'évolution des marchés, parce que je voyais dans le retour image MSCI World. Pour un Européen, le MSCI World, il est à -7 ou -8. Hein. C'est ça. Et il y a quelque chose de très intéressant. Alors parlons du dollar, justement. Oui, et ça, c'est très intéressant, c'est que sur les marchés aussi, MSCI World versus MSCI World sans les États-Unis, c'est 15 points d'écart en défaveur du MSCI World. Ça veut dire quoi? Et c'est un chiffre... On rappelle le MSCI World pour les gens, parce qu'ils ont l'impression qu'on parle chinois, c'est l'indice mondial, mais qui est très surpondéré. 71% US, et donc cet écart de 15 points, on ne l'a jamais connu ces 40 dernières années. D'accord. Donc c'est très intéressant. C'est extraordinaire à quel point les marchés américains ont sous-performé. Et sur le dollar, oui, aujourd'hui, quasiment tous nos investissements en dollars sont négatifs. Quand vous avez une baisse aussi significative. C'est important ce que vous dites, parce que quand on voit la performance, on peut se dire, tiens, j'ai fait 15% sur les 7 magnifiques, mais en fait, quand vous voyez que le dollar a perdu 14% sur un an, on est à 0. Oui, ça c'est très important. Et les gens disent, mais pourquoi vous ne couvrez pas? Mais la couverture, lorsque vous avez quoi? Carry, le prix de la couverture, donc c'est le différentiel que vous avez sur les taux d'intérêt, ça commence à coûter cher. Surtout, on n'a aucune certitude. Et aucune certitude. Donc, si on pense à 1,13, je répète, c'est quasiment la parité des pouvoirs d'achat, c'est le point d'équilibre de l'euro-dollar. Là, on est à 1,15. On est à 1,15. Si ça va à 1,20, et le 1,20, ça représente les 20% de baisse du dollar qu'on a connu sur Trump 1.0. D'accord, au moment du lancement de la guerre commerciale. On est déjà à -15, grosso modo. Ça veut dire que si on est sur la même logique, il y a encore 5% de baisse du dollar. Voilà, on en reparlera plus tard, mais voilà aujourd'hui la logique par rapport à cette devise. Quelle est l'explication de cette baisse du dollar? Parce que c'est quand même pas très compréhensible. Moi, je raisonne à l'ancienne, on raisonnait à notre époque en différentiel de taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux d'intérêt américains, ils sont au-dessus de 4%. C'est quasiment impossible, puisque tous les changes sont flottants. Alors on a dit, Trump veut faire baisser le dollar. Il y arrive, en tout cas. Il vend ses dollars, ceux qu'il a dans sa poche, ou il va demander peut-être à la Fed, à M. Powell, de vendre des dollars. Mais ça n'existe plus, c'est-à-dire il n'y a pas de dévaluation possible du dollar. Et pourtant, il dévalue le dollar. Alors il a baissé parce qu'il y a eu en début d'année tout de même un grand mouvement des portefeuilles américains qui sont les plus importants, qui se sont reportés sur l'Europe, qui avait 20 à 30% de retard de performance. Ça explique la baisse parce que le gestionnaire vend des actions américaines, achète des actions européennes et par ce biais achète de l'euro contre le dollar. Ça suffit pour faire baisser le dollar de plus de 10%. Ça a enclenché un mouvement. Ensuite, c'est allé un petit peu plus loin parce qu'on s'est dit de trop fortes taxes d'affaires, c'est passé en avril en fait, ça tuerait le commerce international. Moins de commerce international qui est libellé en dollars, ça fait baisser le dollar parce qu'on l'utilise moins. Alors au moins l'avantage de ce qui se passe en ce moment, c'est que le dollar fait tout de même aussi partie des valeurs refuges, comme les obligations. C'est un gros risque que les taux obligataires explosent. Ils sont en train de rebaisser parce que les gens ont un peu peur de ce conflit, se reportent sur les obligations, se reportent aussi naturellement sur le dollar qui reste refuge en cas de conflit. Ça modère un tout petit peu les mouvements.
Hervé, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je pense que la baisse du dollar, elle envoie, au-delà de ce qu'a dit Christian, un double message. Un premier message tout de même que dans ce monde qui bouge, l'ampleur des déséquilibres commerciaux extérieurs américains est une question. Et ça joue sur la confiance. Et puis deuxièmement, l'attitude de Trump aujourd'hui, qui fait preuve de brutalité diplomatique avec ses alliés, brutalité diplomatique. Donc vous dites que c'est un vote, les gens votent avec le dollar. On vote un peu contre les États-Unis, qui étaient un ancrage du monde et qui aujourd'hui ne paraît plus être l'ancrage du monde. Si les États-Unis ne sont plus l'ancrage du monde, on doute du dollar en tant qu'ancrage du système financier. Donc ça pourrait continuer, Hervé. En fonction de ce qui va se passer, oui. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un point important, c'est la peur que le dollar se déprécie davantage pour les entreprises européennes et la demande de couverture, ce qu'on appelle le hedge, contre ce que disait tout à l'heure Frédéric, donc qui pourrait accélérer le mouvement. Mais je ne pense pas que c'est forcément tous les flux qui sont rentrés en Europe, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à 150 milliards. Donc, ce n'est pas non plus les 500, 600 qu'on a besoin pour voir 15% de dépréciation. Frédéric Rosier, on a eu le rapport de la BCE sur les avoirs des banques centrales, et on s'est aperçu donc du fait que l'or a monté de 27% en 2024 et 27% en 2025. L'or, maintenant, c'était 20%. Des actifs en réserve, derrière le dollar, toujours à 46%, mais c'est passé devant l'euro du fait de la pression, pas simplement du fait de l'appréciation de l'or, du fait aussi que les banques centrales continuent à acheter de l'or. Est-ce que l'or, aujourd'hui, c'est un placement qu'on doit conseiller aux gens qui nous écoutent? La Banque centrale chinoise continue, je ne sais plus combien de mois d'affilée d'achat net, la Banque chinoise, et force est de constater que le dollar en réserve de change aujourd'hui, il y a quinzaine d'années, au global, c'était 71%, aujourd'hui je crois qu'on est à 46. Donc c'est aujourd'hui la concurrence numéro 1, et aussi parce qu'il y a un non-rôle aussi de dette, et que la dette américaine est détenue par eux-mêmes, de plus en plus par eux-mêmes, il y a de moins en moins effectivement de réserves de change aujourd'hui libellées en dollars au sein des banques centrales. Et l'or fait finalement le remplacement. Aujourd'hui, vous conseillez quoi à vos clients? Honnêtement, j'étais plutôt vendeur à 3002 parce qu'on était sur les plus hauts historiques, même en tenant compte derrière de l'inflation. Là, il y a des forces qui sont tellement importantes qu'on a l'impression qu'on peut continuer encore d'apprécier sur au moins 10 ou 15%. Ah oui. Alors attention, je dois tout de même rappeler que dans une gestion de portefeuille normale, dans une société de gestion agréée, l'or n'est pas autorisé. Nous n'avons pas le droit, dans un mandat de gestion, dans un fonds, d'acheter de l'or physique. Qu'est-ce que vous conseillez à des amis qui vous disent, écoute, regarde, l'or explose, est-ce que j'en achète? Peut-être d'autres trucs plus intéressants, parce que l'or, ça ne rapporte rien. L'or physique, il faut le stocker physiquement. Attendez, on fait le jingle. Voilà. L'allocation d'actifs, jingle. Dans ce contexte actuel, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme investissement? Il va falloir bien entendu revenir sur les actions, puisque les marchés n'ont rien fait. Non, mais Christian, vous ne pouvez pas nous faire ça tout le temps. Action, ça marche toujours. Mais quoi d'autre? Ça fonctionne bien. Quoi d'autre? Rien d'autre. Rien d'autre. La partie obligataire, c'était le risque majeur. C'est qu'on ait un dérapage obligataire suite à une crise de confiance sur la dette. De toute façon, devant la scène, la dette américaine, la dette française. Les deux gros problèmes de déficit. Par rapport aux PIX que vous avez nommés en début. On les appelait les pays du Club Med tout de même avant. Vous avez changé l'expression. Non, on avait commencé par les Club Med, qui étaient quand même plus sympas, et les Américains ont sorti. C'est pas très sympa. C'était pas les Américains, c'était nous qui appelions les pays du Club Med, c'était les Français d'ailleurs, et les Allemands. Et puis alors les Américains ont trouvé ce terme affreux qui a été. Ils ont résolu leur problème de déficit budgétaire. Bon, ça c'est tout à fait remarquable. Donc le risque majeur, c'était un dérapage des taux d'intérêt, soit par l'inflation liée aux taxes douanières. Pour le moment, il n'y en a pas eu. On a dit l'inflation va y avoir un pic d'inflation. Un peu tôt. Peut-être un peu tôt. Mais pour le moment, pour le moment, il n'est pas là. Et puis la crise de confiance, pour le moment pas, puisque c'est compensé par des gens qui font du flight to quality, qui ont peur du géopolitique. Hervé vous dit qu'il y a une crise de confiance, c'est la baisse du dollar. Il y a une perte de confiance vis-à-vis des États-Unis. Sur la baisse du dollar, il vient de remonter un tout petit peu. Moi, je pense qu'un 20 sera le maximum. Là, on se rejoint à peu près. Donc, on a déjà fait toute cette partie. Ça coûte, en fait, Trump 2 coûte 15% sur le dollar. Et puis, en plus, ça lui fait plaisir. Ça fait partie de sa stratégie pour rapatrier des activités aux États-Unis. Frédéric Rosier, il y a un petit placement que vous voudriez nous conseiller, à part les actions Non, mais il y a pas un petit truc là, allez. La martingale, j'ai passé l'âge de croire en la martingale. Il faut acheter des bitcoins, de l'Ethereum, faut pas. Dites-nous un truc sur lequel on peut gagner 20% ce week-end, quoi. Ça vous avait pas échappé aujourd'hui. Tous les providers de produits structurés ou d'ETF aujourd'hui sont à fond sur le secteur de la défense. La force est de constater aujourd'hui, par exemple, il y a une réaction, mais il y a une réalité derrière.
derrière, c'est que le Royaume-Uni vont pousser jusqu'à 3% du PIB sur le secteur de la défense. L'Allemagne va mettre à terme plusieurs centaines de milliards. Un petit tuyau. Donc là, sur le secteur de la défense, il y a énormément d'acteurs. Au Royaume-Uni, il y a encore des acteurs qui sont un petit peu... Il n'y a pas que Leonardo. Saab, c'est la meilleure performance du 600. C'est à plus de 100%, par exemple. Derrière, vous avez Leonardo, vous avez des valeurs comme ça. Et ben voilà, j'ai réussi à vous arracher un tuyau. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. Hervé Goulet-Kier, pour vous, le top ou le flop de la semaine, l'événement, la personnalité ou l'institution qui ont fait un top ou un flop cette semaine. Alors, le flop, ça va être... Donald Trump, dans ce qu'il a dit sur la Banque centrale américaine. Alors, on sait qu'il a le président de la Banque centrale dans le collimateur. Et là, il a proposé de façon benoîte hier, tiens, puisqu'on parle souvent de Shadow Monetary Policy Committee, un comité de politique monétaire fantôme, c'est-à-dire c'est des gens qui se réunissent et qui disent, nous, on pense qu'il faudrait faire ceci. Peut-être pas comme la Banque centrale. Lui, il dit on va nommer un président fantôme de la Banque centrale qui nous proposera les bonnes solutions qui seront donc en contrepoint par rapport à celle de Powell, qu'il a une fois encore traité de monsieur stupide. Voilà. D'abruti. Abruti. Alors, on aurait un pape, un anti-pape, deux papes. Si on veut remettre en cause le poids de l'Église, on a deux papes. Si on veut remettre en cause le poids de la Banque centrale et sa crédibilité, on a deux chairman. Alors, il a quand même dit que Poutine était un mec bien parce qu'il avait fait la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est battu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a dû faire plaisir à Poutine. Alors pour moi, je suis obligé de le mettre en top. C'est encore Donald Trump. De toute façon, il est omniprésent. Même on le verra ce week-end. En fait, il ne sera pas au golfe de Mar-a-Lago, il sera au golfe Persique. Ça sera le personnage central de tout ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est un peu agaçant. Mais alors, je vais le mettre en top tout de même parce que c'est un petit peu ce qu'on va... On le critique énormément. Hier, juste avant qu'il y ait l'attaque à 2h du matin, vers minuit à peu près heure française, on apprenait qu'il avait signé un nouveau décret pour annuler l'interdiction des véhicules thermiques en Californie en 2035. Alors bien sûr, levée de bouclier, mais il est fou, et là, la planète, le réchauffement climatique, oui, mais nous, on est en train de tuer notre industrie automobile. On parlera des titres, de Stellantis, par exemple, dans quelques minutes. C'est une catastrophe. Et donc, lui, d'une façon pratique, c'est pour ça que je dis business as usual, plutôt business efficace. Il fait ce qu'on va faire je vous prends le pari, dans moins de 6 mois, l'Europe va revenir cette règle de 2035 parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Bon, alors, Donald Trump, un flop et un top, pas mal. Frédéric Rosier, top ou flop? Allez, je vais faire un sur un top. C'est la Société Générale. 75% depuis le début de l'année. Le travail remarquable qui a été fait par le changement de direction. Je n'étais pas convaincu au départ, honnêtement, de comparer au début. Mais force est de constater que la banque, en plus, qui annonce aujourd'hui se positionner, notamment sur les stablecoins. Donc, non seulement toute la sphère financière, la performance financière, avec le succès notamment de Boursorama, est incroyable, mais en plus, c'est une banque qui est incroyablement innovante aujourd'hui. Donc, c'est le gros top parce que c'était pas gagné il y a encore quelques années. Anna, top ou flop? Plutôt flop, pour équilibrer. Ah oui. Allez. Moi, c'est lié aussi aux États-Unis, mais c'est surtout sur cette incertitude qui nous pèse sur le prochain budget. Parce que ça, c'est quand même the big elephant in the room. The big beautiful bill. C'est ça, the one only. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, cette fameuse section 899 que tous les analystes ont décortiquée pendant une semaine et demie là. Mais en fait, plus on décortique, plus on apprend des choses. Donc là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'en fait, les gens qui voudraient envoyer de l'argent dans les fameuses remittances dans leur pays, par exemple les Indiens, parce que quand même la moitié c'est envoyé des États-Unis en Inde, seraient aussi surtaxés par ce 20%, donc 5% chaque année. Et donc là, tu te dis, bon, non seulement ils ont arrêté toutes les aides aux pays émergents, ils veulent plus payer pour personne, mais en plus, on va surtaxer sur l'argent que ces gens ont gagné aux États-Unis, qui est renvoyé dans ces pays, mais qui de toute façon, puisqu'on est dans un monde globalisé, sert aussi aux États-Unis. Donc voilà, c'est un peu le flop parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça va devenir, mais ça nous pèse et potentiellement... Donc c'est encore un flop pour Donald Trump, en fait, ce que vous nous dites, un peu. Ben oui, parce qu'il essaie d'avoir de l'argent là où il y en a en fait pas vraiment. Donc c'est pas ça qui va lui apporter. Alors là, c'est pas un top ou un flop, c'est le top. C'est le top 3 des gérants avec Sébastien Lalvé en hausse de 22,7%. Bravo Sébastien. William Higgins, 22,3% qui le talonne. Stéphanie Moget, 20,5%. Et moi maintenant, je voudrais qu'on m'envoie une musique qui fait peur et je voudrais qu'on m'affiche
toutes les performances des actions de Christian Bitteau. Alors Christian Bitteau, je vais vous donner votre portefeuille et vous allez me dire ce qu'on fait. Est-ce qu'on achète ou on vend? Vous avez du Dassault Aviation. Ah, on garde. Ouais, ça c'est un coup sûr. Vous avez du Microsoft, pas mal. Oui, ça a été le choix du report. Plus d'Apple, du Microsoft. Voilà. Saint-Gobain. Techno. Saint-Gobain, on garde. Air Liquide. Oui. Fonds de portefeuille, sécurité. Keyence. Alors, refuge. Ah oui, c'est la seule boîte japonaise pour le moment. C'est des robots, donc ça, on va en avoir besoin pour les usines de Trump aux États-Unis. Anta. Oui, Anta Sport. Accord. Oui, on garde. LG Electronics. Oui, pas terrible, mais on garde. On garde. Il va y avoir une réduction sur l'achat de votre télé, ça. Eh oui, c'est ça. Airbus Group. Bien. Alors Airbus, non, on arrête. Ah bon? Non, c'est le petit jeu qui avait été de dire je prends Airbus parce que je ne prends pas Boeing, n'a finalement pas marché. Puis là, on sait que sur le transport aérien, ça va tout de même un tout petit peu taper ce qui est en train de se passer dans le Golfe. C'est pas très bon. Donc il y en a assez. Ça n'a rien fait. Ça a plombé l'ensemble de ce portefeuille. J'abandonne Airbus. Qualcomm. Oui, très bien, sur les semi-conducteurs. C'est pas la top, vous trahissez l'Europe puisque vous avez du BYD, c'est honteux. J'avais mis un top, oui, sur le BYD, mais ça marche bien. Et vous, voiture électrique, hein. Vous pactisez avec l'ennemi, quoi. Valourec. Énorme pari. On a vu tout le mal que je disais sur le secteur automobile, surtout en Europe. Donc l'équipementier, c'est celui qui souffre le plus. Mais il a tellement souffert qu'à ce prix-là, c'est gratis, Valourec, en termes de valorisation. Donc c'est un gros pari. Aussi pour avoir une réduction pour l'achat. Mais non, ce ne sont pas les voitures, ce sont les moteurs, ce sont les meilleurs moteurs pour les avions. Et comme on va bien sûr parler de l'armement. Donc, et qu'est-ce qu'on achète, Christian? On achète, bien entendu. C'est la chose, j'avais pas eu le temps de terminer, mais on se rejoint. Et c'est ça qui fait que le marché est encore actif. Il y avait l'intelligence artificielle qu'on conserve, mais maintenant, il y a un énorme secteur de développement, c'est l'armement. Et puis, on ne pouvait pas en parler avant. J'ai choisi Leonardo pour prendre une valeur de premier plan. Leonardo, bien sûr, il a copié sur vous dans le couloir, ratios, il a dû regarder. Une valeur qu'on peut mettre dans un PEA qui est européenne, qui a plein d'accords avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne, donc Leonardo bien positionné. Donc on y va. On y va. Mais c'est pas trop cher, ça n'a pas flambé. Non, c'est pas trop cher parce qu'il n'y a pas une seule maison de gestion, pas une seule institution financière, ne serait-ce qu'en France, qui ne soit pas en train de travailler ses portefeuilles pour rentrer sur ce secteur, pour ouvrir et créer des fonds quand on aura enfin les agréments de l'AMF sur cette logique. Je crois qu'il n'y a pas une seule maison qui ne soit pas en train d'en faire un. Donc on est au tout début de ce mouvement, et puis c'est un secteur où on voit du 20% de croissance de chiffre d'affaires au minimum sur les 5 prochaines années. Il n'y a pas tant d'opérateurs cotés. Donc c'est pas mal, on peut y aller. Allez, on nous envoie une musique qui fait peur et le portefeuille de Frédéric Rottier. Vous avez du Prosus. Carton. Donc j'ai Schneider électrique. J'hésite, je vais la garder. Du Compass. Je garde. Du McDonald's. Je garde aussi. Du Vivendi. Je sors. Oui, Vivendi, vous aviez, ça a explosé. C'est trop compliqué à suivre. AMD. C'est une purge, donc on va croire quand même au rebond de ce secteur. Vous avez du Alphabet. Oui, bien sûr, je garde. Vous avez du Micron. Je continue à garder. Vous avez du Intel. Je continue. Alors, je suis désolé, je ne dis pas le chinois, mais j'ai du PDD. Heureusement que j'ai le... C'est quoi PDD? Alors là, vous m'avez mis le truc en chinois. J'y suis pas encore, je suis désolé, là, les gars. C'est ému. En gros, c'est la vente. C'est la vente. Ça fait énormément de parler en ce moment. Allez, on va garder ça, même si on sait que c'est sous pression, notamment réglementaire. D'accord. Et qu'est-ce qu'on achète? Alors, je vais rentrer une valeur liée à la santé. Alors, c'est compliqué avec un ministre américain de la Santé qui est quand même pas favorable. Qui n'est pas en très bonne santé mentale, on va dire ça. Ouais, vous êtes gentil encore en disant ça. C'est Medtronic. Alors, Medtronic, c'est une société qui fait de l'équipement... c'est une société d'où? Côté où? Alors, c'est irlandais de mémoire, donc c'est... Coté en dollars, mais éligible au PEA, par exemple. C'est notamment des pompes à insuline, c'est tout ce qui est autour du cardiaque, c'est derrière, vous savez, tous les équipements que vous avez dans les modes opératoires. Donc là, ce qui m'intéresse dans cette valeur, c'est une medtech. C'est une vraie medtech. Donc on n'est pas sous la pression du médical et de la réglementation américaine. Elle n'était pas très bien orientée, mais il y a une petite pépite au sein de Medtronic, c'est la partie insuline aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle les pompes à insuline. Aujourd'hui, ils ont un positionnement technique leader mondial sur ce positionnement-là. Et ils vont scinder l'activité. Et on sait que quand on scinde une activité avec des valorisations qui peuvent être très importantes, pour vous dire, elle fait à peu près 7 ou 8% du résultat de l'entreprise.
Pour une entreprise qui vaut 100 milliards, un peu plus de 100 milliards en bourse, aujourd'hui, on estime que cette partie-là vaudrait quasiment 30 milliards. Ouais, donc, ça veut dire que les multiples qu'on pourrait avoir au moment où on scinde cette activité, qui prendra un petit peu de temps, va revaloriser l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, cette boîte, elle vaut cher, Medtronic. Elle a formé comment depuis quelques semaines? Elle vaut aux alentours de 25 fois, 28 fois, entre 25 et 28 fois le chiffre d'affaires. Donc, elle est... 25 à 28 fois le chiffre. Pardon, le résultat. Excusez-moi. Parce que il m'aurait fallu là une pompe. Je ne sais pas si une pompe à insuline. J'ai failli faire un AVC, le résultat, mais il y a vraiment sur la partie insuline, c'est 500 millions de patients potentiels. Donc c'est un marché qui est en train d'exploser, une croissance à 2 chiffres. Allez, Medtronic, on achète, on vous suit. Merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on m'annonce dans l'oreillette qu'elle sera exceptionnelle. Rappelez-vous, vous pouvez me poser des questions d'économie, j'irai les poser derrière à Anna ou à Hervé, ou de placement sur marc@bfmbusiness.fr et je vous répondrai. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous réécouter, nous revoir et réécouter en replay, en podcast sur toutes les plateformes pour que nous battions un nouveau record en 2025.